Bonjour à tous. Je m'appelle Gabrielle et voici mon histoire sur ce qui peut arriver quand quelqu'un est trop jaloux de vous et qu'il essaye de ruiner votre vie. Tout a commencé avec ma mère. C'est une belle femme et je lui ressemblais. Alors, quand elle a divorcé de mon père et qu'on a déménagé dans une nouvelle ville, j'ai évidemment commencé dans une nouvelle école. C'est là que les problèmes ont commencé. Je suis devenue populaire très rapidement. Mais pas avec les filles. Ce sont les garçons qui étaient dingues de moi. Et ça me rendait folle. Je voulais juste une vie normale avec de bons amis. Et ce n'était pas ma faute si ma mère m'avait transmis sa beauté. Bref, il y avait une fille en particulier, Céleste, qui ne voulait rien savoir. Elle était également jolie, mais elle était sérieusement jalouse de moi dès le premier jour. Je me souviens que la première semaine, j'ai entendu des filles chuchoter dans les toilettes que j'étais plus jolie que Céleste. Puis Céleste est entrée et on aurait dit qu'elle voulait hurler. Après ça, elle a tout fait pour détruire ma vie. Dans mon ancienne école, j'étais pom-pom girl, alors je les ai rejoints dans cette nouvelle école. Mais j'ignorais alors que Céleste était la chef des pom-pom girls. Elle faisait semblant d'être gentille avec moi à l'entraînement. Puis au premier match de football, on a fait notre numéro que Céleste avait chorégraphié. Elle m'a mise au sommet de la pyramide, en équilibre sur tout le monde. J'étais si nerveuse, mais je savais que je pouvais le faire. Quoi qu'il en soit, alors que je montais là-haut, j'ai soudain vu Céleste chuchoter à la fille à côté d'elle. Puis elle a bougé, et toute la pyramide a commencé à s'écrouler. Elle voulait manifestement me faire du mal, mais ça s'est retourné contre elle et nous sommes toutes tombées sur elle. Tout ce qu'on a entendu, c'était un cri quand son bras s'est cassé. Après, elle a dit à tout le monde que j'étais maladroite et que c'était de ma faute. Mais je savais qu'elle l'avait planifié pour que je sois la seule à être blessée. Et c'est pas tout. Le bal de fin d'année approchait et ma mère m'avait fait la plus belle robe longue en soie. Je me sentais comme une princesse et j'avais hâte de voir ce que les gens allaient penser. Bien sûr, Céleste portait aussi une belle robe. Mais tout le monde me regardait moi. Je l'ai vu rouler des yeux. Et puis, alors que je dansais avec deux de mes amis, j'ai senti quelque chose se déchirer. J'ai regardé derrière moi et Céleste était debout sur ma robe. J'arrivais pas à le croire. J'ai essayé de bouger, mais elle ne bougeait pas. Et ça n'arrêtait pas de se déchirer. Soudain, je me suis retrouvée avec une mini-robe et j'avais envie de pleurer. Mais mon amie a rapidement pris des ciseaux et l'a rangée et, croyez-le ou non, elle était encore plus belle qu'avant. Ha! Une fois de plus, Céleste a essayé de me faire passer pour une idiote, mais tout lui est tombé dessus. Tout le monde était impressionné par ma robe, et j'ai même lancé une nouvelle tendance, porter des mini-robes au bal de fin d'année. Cependant, malgré toutes ces farces stupides, il y avait une chose que Céleste avait et que je n'avais pas. Un petit ami. Elle sortait avec Noé, l'un des meilleurs athlètes de l'école. Et chaque fois qu'elle était avec lui et qu'elle me voyait, elle souriait et me regardait de haut en bas comme pour dire qu'elle avait un petit ami et que moi j'en avais pas. Je me fichais de sa stupide compétitivité. Je ne me souciais même pas de ne pas avoir de petit ami. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle me laisse tranquille. Très vite, nous sommes devenus ennemis. Je ne pouvais plus la supporter, elle et son comportement agaçant. Mais les choses ont empiré. Un week-end, ma mère m'a conduit à un match et a insisté pour rester afin de regarder ma performance de pom-pom girl. Plus tard, je l'ai aperçue en train de discuter avec un homme et elle avait l'air de passer un bon moment. J'étais heureuse de la voir sourire à nouveau de façon aussi éclatante après tout ce temps. Et comme prévu, peu de temps après, elle me l'a présenté. Mais vous ne croirez pas qui c'était. Il s'est avéré que c'était le père de Céleste, de toutes les personnes sur Terre. Et pire encore, ils étaient maintenant désespérément amoureux et voulaient même se marier. Oh non, si j'avais su qui c'était, je les aurais séparés dès le début. Je ne pouvais pas être la demi-sœur de Céleste, c'était mon pire cauchemar. Et quand Céleste l'a découvert, elle a commencé à me traiter encore plus mal. Une fois, je marchais dans la cantine, quand soudain, quelqu'un m'a poussée. J'ai trébuché et j'ai heurté un garçon qui est tombé lui aussi. J'avais tellement mal, mais la douleur a vite disparu quand j'ai réalisé qui était le garçon. C'était Paul, le nouveau mec sexy qui venait de rejoindre le club d'athlétisme. Je m'excusais auprès de lui, mais il s'est contenté de rire et de dire que tout allait bien. Puis il m'a aidé à me relever et m'a emmené à l'infirmerie pour s'assurer que je n'étais pas blessée. Après, il m'a même demandé mon numéro. Je n'arrivais pas à le croire, j'étais en train de rougir pour un garçon. Ensuite, je suis retournée à la cantine, et il y avait Céleste qui me regardait avec colère. Je n'ai même pas eu à réfléchir à qui m'avait poussée. De toute évidence, c'était Céleste. Grâce à sa farce stupide, j'avais maintenant un mec mignon qui s'intéressait à moi. Et pour une fois, j'étais vraiment intéressée par lui aussi. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on devienne un couple. Et ensuite, nous sommes devenus inséparables. Je me rendais toujours à son entraînement de sport. Et comme Noé était là aussi, Céleste était toujours là aussi. Elle me lançait des regards noirs dès qu'elle me voyait. Je comprenais pas quel était son problème. Bref, une fois, le club d'athlétisme a suggéré que nous allions tous voir un film, y compris les petites amies. Dans la salle de cinéma, Céleste s'est assise derrière moi et n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise. Je me suis retournée et je lui ai demandé d'arrêter, mais elle voulait rien entendre.
Je sentais la colère monter en moi et j'ai cru que j'allais exploser. Mais je voulais pas me ridiculiser devant Paul. Donc j'ai décidé que je devais rester aussi loin que possible de Céleste. C'était pas facile cependant. Notre école avait organisé une grande compétition d'athlétisme avec une autre école. Et Paul s'entraînait donc tout le temps. Je m'asseyais toujours dans les tribunes pour le regarder. Et le jour de la compétition, Céleste est venue s'asseoir à côté de moi. J'étais figée. Que voulait-elle faire? Au lieu de me faire une blague, elle m'a tendu une bouteille d'eau et m'a dit « Gabrielle, je veux plus être ton ennemi. Nous allons être sœurs. Alors faisons la paix, d'accord ?» Puis elle s'est tournée vers moi et a souri timidement. Waouh! Eh bien, ça c'était une surprise. Je me suis quand même sentie soulagée et j'ai dit « Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Je détestais que les choses soient si gênantes entre nous. » Céleste m'a juste souri à nouveau, et ensuite nous sommes descendus sur le terrain pour souhaiter bonne chance à Noé et Paul qui s'échauffaient pour la course. Enfin, la compétition a commencé. Céleste et moi étions assises ensemble, encourageant nos petits amis. Comme prévu, Paul a gagné le premier prix, et Noé est arrivé en deuxième position. J'étais si heureuse pour Paul, et j'ai couru sur le terrain pour le serrer dans mes bras. Mais soudain, des organisateurs se sont approchés de lui et l'ont escorté hors du terrain. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais j'ai vu Céleste me sourire et s'éloigner. Pourquoi ce sourire? Après un moment, les organisateurs sont revenus et ont dit que Paul avait été pris en train de se doper. Donc maintenant, le premier prix irait à Noé. Quoi? Il n'y avait aucune chance que Paul fasse quelque chose d'illégal comme ça. Il n'avait jamais utilisé aucune sorte de substance pour être performant. Il était juste naturellement doué. Tout le monde a commencé à dire des méchancetés sur Paul, et je ne pouvais pas supporter ça. Donc je suis allée le retrouver. Je l'ai vu assis dans le coin du vestiaire, l'air choqué. Quand il m'a vu, il a secoué la tête et a dit « Je n'ai pas eu recours au dopage. Tu dois me croire, Gabrielle. Je suis pas ce genre de gars. Tout ce que j'ai fait, c'est boire l'eau que tu m'as donnée. Oh mon Dieu, la bouteille d'eau. Céleste me l'avait donnée et m'avait dit que je devais la passer à Paul pour qu'il s'hydrate avant la compétition. Je pensais qu'elle était gentille, mais bien sûr, elle ne l'était pas. C'était de Céleste dont on parlait. Elle avait planifié tout ça. Elle est allée vraiment trop loin. J'ai couru pour la trouver et j'étais en colère. Elle était contente de parler aux autres athlètes, alors j'ai attrapé son poignet et je l'ai tiré. « Comment as-tu pu? Est-ce que tu essayes de ruiner la vie de Paul ?» Je lui criais dessus. Céleste n'a même pas été dérangée. Elle a juste souri et dit « Bah ouais, c'est ça. Et alors ?» Je tremblais à ce moment-là et j'ai dit « Tu es folle. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que Paul t'a fait? » Je l'ai fait parce que je te déteste. Tu m'as tout volé, y compris Paul. Quoi? J'étais tellement confuse. Depuis quand Céleste aime Paul? Noé est apparu à ce moment précis, et il avait manifestement entendu ce qu'elle disait. Il a commencé à crier. Tu m'as dit que t'avais fait ça pour m'aider à gagner. Mais non, t'es une sale menteuse. Alors t'es juste jalouse de Gabrielle, c'est ça? Ok, maintenant tu peux courir après ton Paul comme tu veux. C'est fini entre nous. Céleste était choquée. Elle essayait d'expliquer qu'elle avait fait ça pour lui, qu'il l'avait mal comprise, mais il ne voulait même pas la regarder. Il a dit « Tu t'en sortiras pas comme ça, Céleste. Je vais le dire aux organisateurs tout de suite. » Céleste a essayé de l'arrêter, mais il l'a repoussée. Et elle a fini par tomber par terre où elle a fondu en larmes. Eh ben, elle le méritait. Je suis repartie chercher Paul, et les organisateurs ont annoncé qu'il y avait quelques problèmes avec les résultats, et que la compétition serait répétée le week-end suivant. Paul avait l'air si heureux et m'a pris dans ses bras. Tout s'est bien passé à la fin. Du moins pour Paul et moi. Paul a encore gagné la première place et maintenant, il va participer à la compétition internationale. Quant à Céleste et Noé, ils ont rompu. Céleste a déménagé dans une autre ville avec sa mère et Noé a été renvoyé du club d'athlétisme. Par ailleurs, ma mère et le père de Céleste vont bientôt se marier. Et même si je ne supporte pas Céleste, je vais quand même y aller, parce que ça signifie beaucoup pour ma mère. Au moins, je n'ai pas besoin de vivre dans la même maison que Céleste. C'est la personne la plus envieuse que je n'ai jamais rencontrée. Et ça ne lui a rien apporté de bon. La jalousie est vraiment un poison. C'est bien mieux d'être heureux avec ce que t'as. Pas vrai? Hé Alex! J'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et c'était Roxy, mon béguin, qui était aussi la plus belle fille du monde. Je me suis dit que je devais être sur son chemin. Alors j'ai rapidement marmonné, désolé, et je me suis écarté. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri et m'a dit « Alors, un petit oiseau m'a dit que tu m'aimais bien. Tu sais, je trouve ça mignon que tu n'aies pas encore fait un pas vers moi, pas comme la plupart des gars ici. » Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que je rêvais? Je me suis pincé pour vérifier. Non, c'était réel. Donc j'ai hoché la tête et marmonné. Ouais? Mes amis organisent une fête dans leur maison de fraternité mercredi. Tu veux venir? Avant que je puisse répondre, son ami Luc est apparu et en souriant, il a dit « Ouais, tu dois juste venir à cette fête. »
Roxy a frappé son bras en lui lançant un regard mauvais, puis m'a souri. Donc c'est au numéro 19, ça commence à 21h. Je te verrai alors ? J'ai hoché la tête en guise de réponse et elle a dit « Super, on se voit là-bas ». Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. Alors oui, je suis Alex, l'étudiant moyen de 2e année d'université. Et voici l'histoire de mon béguin qui a essayé de m'attirer dans un piège vraiment sinistre. Je suppose que je suis un gars ordinaire. Je ne suis pas aussi riche et populaire que les jeunes des fraternités. Au lieu de cela, ma chambre est dans des dortoirs ordinaires. Et bien que je ne sois pas laid ou impopulaire ou quoi que ce soit, je suis facilement négligé. Alors, j'ai gardé secret mon béguin pour Roxy parce que je ne jouais pas dans la même cour qu'elle. Elle était si belle. C'était fou. Comment a-t-elle découvert que je l'aimais ? Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. C'était fou. Au début, j'avais l'impression d'être le gars le plus chanceux du monde. Mais en regardant Roxy retourner vers ses amis, j'ai remarqué qu'elle riait. Sauf cette fille, appelée Sophie. Pendant ce temps, Luc se faisait taper dans la main par tout le monde. Il était toujours un peu bizarre, et il parlait aux gens de façon étrange. J'ai croisé le regard de Sophie, et elle m'a lancé un regard qui disait non. Puis, elle a détourné les yeux. Son petit ami Jack avait son bras autour de son épaule, et il tirait sur l'une de ses nattes tout en buvant sa boisson. Je n'avais aucune idée de ce qu'il lui trouvait, mais qu'est-ce que son regard pouvait bien vouloir dire ? De retour dans mon dortoir, j'en ai discuté avec mon colocataire, Ben, et il a dit que ça ressemblait à un coup monté. Même si je voulais que tout cela soit vrai, mon instinct me disait que c'était trop beau pour être vrai. Le soir de la fête, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre de mon dortoir, qui est parfaitement situé pour avoir une vue claire des maisons de fraternité. J'ai compté les maisons jusqu'au numéro 19, puis j'ai sorti mes jumelles que j'utilise pour mes recherches sur le terrain pour regarder de plus près. La maison avait un grand drapeau arc-en-ciel accroché à 2 de ses fenêtres. Je me suis alors demandé pourquoi Roxy voulait aller à une fête gay. J'ai vu beaucoup d'hommes habillés de façon féminine et les 2 seules filles que j'ai pu apercevoir étaient loin d'être attirantes. Et on aurait dit qu'elles étaient ensemble. Et il y avait Luc, dans la cour de devant, tenant 2 verres et regardant autour de lui comme s'il attendait quelqu'un. Où était Roxy ? J'ai décidé de vérifier ses réseaux sociaux pour voir si elle avait posté quelque chose. Et j'ai remarqué qu'elle avait laissé sa position ouverte. Elle était dans une boîte de nuit locale, le Diego's. C'était étrange, donc j'ai laissé tomber la fête et à la place, Ben et moi sommes allés dans un bar étudiant. Je lui ai tout raconté et il a dit qu'on dirait que j'ai évité une balle. Le lendemain, j'étais assise avec Ben et d'autres amis à la cantine quand Roxy s'est précipitée vers moi et a crié « Comment oses-tu me poser un lapin ? Pour qui tu te prends ?» Luc est à Paris et a dit « Ouais, pourquoi tu n'étais pas venu ?» J'ai juste haussé les épaules et dit « Roxy, je sais que tu n'étais pas là, la position de ton téléphone est publique, tu étais chez Diego. » Elle a hésité puis a dit « Oui, mon ami a emprunté mon téléphone, mais ce que tu as fait est effrayant, espèce de harceleur. » Oui, c'est ça. Roxy n'était jamais sans son téléphone, donc je n'ai pas cru à son histoire. Toute cette histoire n'avait aucun sens, alors j'ai juste dit à voix basse « Peu importe Roxy », et j'ai continué à manger mon déjeuner. Après ça, elle a commencé à faire de ma vie un enfer. Elle a dit à tout le monde que je la harcelais, alors des élèves ont commencé à venir me voir et à me dire de la laisser tranquille. Puis quelqu'un a couvert les couloirs du dortoir avec des affiches portant une photo de moi et le mot harceleur écrit dessus. Je savais que Roxy était derrière tout ça. C'était tellement bizarre. Mais Luc était pire. Une fois après la classe, il s'est approché furtivement de moi, a attrapé mon bras et a dit « Hey Alex, pourquoi tu snobs ma fête ?» Je lui ai dit que j'avais vu la fête de loin et que ce n'était pas mon truc. Alors il a répondu « Hey, t'as un problème avec le fait que je sois gay ?» J'ai secoué la tête et lui ai dit que non, mais il ne voulait toujours pas lâcher mon bras. J'étais soulagé quand il m'a finalement lâché et je me suis dépêché de retourner à mon dortoir. Sur le chemin, j'ai aperçu Sophie assise à l'extérieur de la salle de bain commune. Attendez, pourquoi était-elle en larmes ? Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a demandé de partir. Bien que je ne voulais pas fourrer mon nez là où il ne fallait pas, je n'étais pas sans cœur. Alors, je lui ai laissé ma bouteille d'eau et avant de partir, je lui ai dit « Si tu veux en parler, je suis là pour toi ». Je déverrouillais mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retourné pour voir Sophie qui se tenait là. Elle m'a remercié pour l'eau et a dit qu'elle voulait parler. Je l'ai fait entrer dans ma chambre et elle s'est assise sur mon lit. Et en fixant ses pieds, elle a dit en larmes « J'ai surpris Jack et Roxy en train de s'embrasser près des vestiaires, mais quand je l'ai confronté à ce sujet, ils m'ont juste repoussé. » Je me suis assise à côté de Sophie et je l'ai serrée dans mes bras. C'était horrible. On dirait que je m'étais trompé sur Roxy. Elle n'était pas du tout la fille de mes rêves, mais plutôt un cauchemar. Sophie continue. Il y a pire. Roxy a volé mon devoir et l'a présenté comme le sien. Il est à rendre demain et je n'ai pas le temps d'en écrire un nouveau. Elle s'est remise à pleurer. Je lui ai passé un mouchoir et lui ai dit « On va régler ça, il n'y a pas moyen qu'elle s'en sorte comme ça. C'est horrible. »
Je lui ai dit d'envoyer un courriel au doyen de l'université et à son tuteur pour expliquer ce qui s'était passé. Elle a joint le devoir original et toutes les notes qu'elle avait écrites à ce sujet. Ils nous ont tous deux répondu en quelques minutes et ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Sophie avait l'air ravie, mais son sourire s'est soudainement effacé. Et elle a tripoté l'une de ses notes en disant « Alex, il y a autre chose que je dois te dire. Ne me déteste pas, s'il te plaît. » Puis elle m'a raconté que la fête à laquelle Roxy m'avait invité était un piège. Roxy avait découvert que j'avais le béguin pour elle, et elle était gênée qu'un gars ordinaire comme moi ose avoir des sentiments pour elle. Et elle était catégorique, elle devait me donner une leçon. Alors c'est là que Luc a dit qu'il aiderait, car il voulait m'ajouter à sa collection. Ils ont donc élaboré un plan. Roxy m'a invité à la fête, et Luc m'attendait avec une boisson dopée. Apparemment, c'était la façon de Roxy de me faire taire et de s'assurer que je ne la regarde plus jamais de la même façon. Waouh, c'était si sombre. J'ai frissonné à l'idée de ce qui aurait pu se passer, c'était terrifiant. Sophie m'a aussi dit qu'elle avait supplié Roxy de ne pas faire ça, mais qu'elle avait demandé à ses amis de la retenir, puisqu'elle lui avait dit que si elle intervenait, elle la ferait souffrir. J'ai réconforté Sophie et lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je savais que je ne pouvais pas rester sans rien dire, car il pouvait faire ça à un autre pauvre gars qui avait osé avoir le béguin pour elle. Alors avec l'aide de Sophie, nous avons écrit une autre lettre au doyen et à la sécurité de l'université pour leur expliquer ce qui s'était passé. Car nous n'allions pas nous laisser faire. Sophie était terrifiée à l'idée que Roxy et ses amis s'en prennent à elle. Alors je l'ai invitée à revenir dans ma ville natale pour le week-end afin de s'éloigner de tout le monde et de laisser les choses se calmer. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, la nouvelle s'est répandue que Roxy avait été renvoyée pour avoir volé le travail de quelqu'un d'autre. Quant à Luc, les flics ont fait une descente dans sa maison de fraternité et ont trouvé des tas de substances interdites cachées. L'affaire était si grave qu'elle a été portée devant les tribunaux et qu'ils ont fini en prison. Quant à Jack, il a essayé de culpabiliser Sophie pour le fait d'être derrière l'expulsion de Roxy pour une raison aussi stupide, mais elle a cessé de lui parler de toute façon. Je repense souvent à la nuit de la fête et ce qui aurait pu se passer. Ma vie aurait été ruinée, et pourquoi? Tout ça parce que j'ai osé avoir le béguin pour une belle fille. Je dis bon débarras. Il y a eu du bon dans tout ça, Sophie et moi nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Maintenant nous sommes tous les deux diplômés, et ce n'est pas tout, nous avons eu 2 enfants formidables ensemble. J'aime ma belle famille de tout mon cœur, et je veux juste la protéger de tout le mal du monde. En résumé, ne pensez pas que parce que vous êtes belle, riche et populaire, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Quel que soit l'âge, le sexe, l'apparence, etc., tout le monde mérite d'être traité avec respect et compassion. Elina, pourquoi tu es juste ma cousine et pas ma maman? Clara m'a regardée avec des yeux curieux. Je savais d'où venait cette question, car le sujet de la semaine à l'école maternelle était la famille. Les paroles innocentes de Clara me remplissaient de culpabilité. Étais-je une mauvaise personne? Je me suis posé cette question tous les jours pendant les 4 dernières années. Oui, la petite fille à côté de moi n'était pas ma fille. Je l'ai volée à son vrai père, et je l'ai élevée seule depuis. Tout a commencé avec mon oncle Oliver, qui est un homme d'affaires prospère et une personne très aimable. Je lui dois beaucoup, ainsi qu'à ma grand-mère, car ce sont eux qui m'ont élevée après la mort de mes parents dans un accident de voiture lorsque je n'étais qu'une gamine. Mon oncle n'a pas ménagé ses efforts pour combler la figure paternelle manquante dans ma vie. Mais il voulait aussi avoir un enfant biologique à lui, ce qui était un problème assez délicat pour un homme asexué comme lui. Un soir, je venais de rentrer de ma soirée avec mes amis quand je l'ai vu assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. J'ai demandé « Mon oncle, qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a regardé avec des yeux rouges gonflés, a soupiré puis a dit « Lina, c'est vraiment idiot. C'est juste que c'est mon anniversaire le mois prochain et je n'ai pas la seule chose que je désire le plus au monde. » Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai réconforté. Je savais qu'il avait toujours envie d'avoir un enfant et je voulais l'aider. Alors ensemble, nous avons étudié la possibilité de recourir à une mère porteuse. Mon oncle était si content et il a fait tous les papiers pour se procurer un ovule de donneuse. Maintenant, tout ce qu'il lui fallait, c'était une mère porteuse. Il est donc passé par une agence locale de mères porteuses qui lui a présenté 5 profils de mères porteuses potentielles. Je jure qu'il a dû relire chacun d'eux une centaine de fois. Mais il a fini par en choisir un. Une femme appelée Camille. Sur le papier, Camille semblait parfaite. Elle était âgée de 31 ans et avait déjà un petit garçon en bonne santé appelé Martin. Un contrat a été établi. Tous les soins médicaux de Camille seraient payés et elle recevrait également une somme d'argent assez importante. Puis, lorsque le bébé aurait 1 semaine, mon oncle l'élèverait seul. Tout cela semble parfait?
Hein? Eh bien, ça a vite pris une mauvaise tournure. Une fois que Camille est tombée enceinte, oncle Oliver a voulu être plus présent auprès d'elle pour pouvoir créer des liens avec le bébé. Une fois, je suis entrée dans le salon où de la musique classique était jouée et mon oncle appuyait sa tête sur le ventre de Camille pour voir si le bébé pouvait entendre la musique. Bientôt, rentrer à la maison et trouver Camille là est devenu la norme pour moi. Au début, cela ne me dérangeait pas car elle était toujours très gentille avec moi et nous avions même eu de petites discussions de temps en temps. Mais un matin, alors que je descendais les escaliers pour aller travailler, je l'ai aperçue dans le jardin, en train d'aider ma grand-mère à arroser les fleurs. J'étais sur le point de m'approcher pour les saluer quand je l'ai entendu dire « Oliver est un homme adorable, mais il est tellement occupé que j'ai peur qu'il trouve que c'est un peu trop déséquilibré entre un nouveau-né et le travail. » Puis ma grand-mère a dit « Ne t'inquiète pas, ma puce, il aura Lina et moi pour l'aider. » Mais Lina est si jeune et elle a sa propre vie à mener. Elle est toujours à une fête ou avec un garçon. Et on ne peut pas attendre de toi que tu t'occupes d'un bébé. Pas à ton âge. Je ne veux pas qu'une étrangère s'occupe de mon bébé. Alors que je pourrais aider? Quoi? Son comportement si doux n'était qu'une façade, n'est-ce pas? Comment ose-t-elle essayer de manipuler mon adorable grand-mère? Quelques jours plus tard, je suis descendue au dîner pour voir Camille assise là. Elle m'a souri et m'a demandé comment était ma journée. Je n'ai pas cru à son numéro de gentillesse, mais je l'ai quand même répondu. À un moment donné, elle a soudainement sorti son téléphone. Puis son sourire s'est transformé en froncement de sourcils. « Oh non, Martin a de la fièvre. Je ferais mieux d'aller le voir. » Elle a immédiatement tiré sa chaise en arrière et s'est levée. Vous savez ce que c'est. Seul l'amour d'une mère peut faire en sorte qu'un petit se sente mieux. Puis elle est partie. Les paroles empoisonnées de Camille ont certainement touché grand-mère, qui se montre inquiète pour Martin et laisse échapper un doux sourire tandis que ses yeux suivent les pas de Camille. Et ce n'était qu'un début. Le jeu de Camille a continué, car quelques jours plus tard, elle s'est présentée sur le pas de notre porte en larmes. Puis, elle nous a raconté que le lieu de la fête d'anniversaire de Martin avait annulé la fête et qu'ils avaient refusé de la rembourser. Évidemment, mon oncle lui a dit qu'elle pouvait faire la fête chez nous et qu'il couvrirait les frais. Le jour de la fête, j'ai vu Camille passer à mon oncle tous les reçus pour le château gonflable, le musicien, le traiteur, etc. Elle a tapoté doucement son ventre et a souri. « Tu seras un père merveilleux. Tu sais, on pourrait toujours avoir un autre après celui-là. » Gratuitement, bien sûr. Plus tard, je l'ai vu murmurer quelque chose à Martin. Et l'instant d'après, il a couru vers mon oncle, lui a serré les jambes et a dit « Merci pour la fête, papa. » Puis Camille s'est précipitée vers lui, a caressé ses cheveux et a dit « Oh, chérie, ce n'est pas ton papa. Mais ce serait bien, n'est-ce pas, de vivre tous ensemble ici avec le bébé. Trop, c'est trop. » Alors, ce soir-là, j'ai confronté mon oncle et ma grand-mère à ce sujet. Je n'ai pas un bon pressentiment sur Camille. Je pense qu'elle essaye de rompre le contrat. Mon oncle a soupiré, puis a dit « Je sais. » Puis grand-mère a ajouté « Camille a raison. Oliver ne peut pas faire ça tout seul. Tu es trop jeune et je suis trop vieille. C'est donc logique que Camille reste dans le coin pour l'aider. C'est toujours mieux que d'avoir un inconnu dans les parages, non? Je peux aider. J'ai élevé la voix. Plutôt moi qu'elle. Je n'ai pas confiance en elle. Ma grand-mère a secoué la tête. Mais c'est elle la mère. C'est elle qui porte le bébé. Leur lien est indéniable. Je sais ce que c'est que de perdre des gens qu'on aime. Camille va briser le cœur du bébé. J'en suis sûre. Elle ne pense qu'à elle. Mon visage est devenu rouge alors que j'ai levé la voix. Mon oncle est resté silencieux. Puis il a soupiré et est sorti de la pièce. J'ai couru après lui et je l'ai tiré en arrière. Mon oncle, tu as fait ton choix dès le début. Pourquoi le changer maintenant? Il a répondu en gardant les yeux rivés sur le sol. Ta grand-mère n'a pas tort. Quoi? J'ai crié. Arrête de laisser cette sorcière Camille te manipuler. Il a secoué la tête et il s'est éloigné. Oh mon Dieu! Ils étaient contrôlés comme des marionnettes. Il fallait que ça cesse. Donc, j'ai décidé de confronter Camille à ce sujet. Ma chance est arrivée le lendemain. Elle aidait à préparer le dîner, alors je lui ai dit « Je sais ce que tu manigances. Tu veux juste une vie facile sans aucun souci d'argent. C'est pour ça que tu les manipules. Mais tu ne peux pas me tromper. »
Elle a arrêté de couper les carottes, puis m'a regardée. « C'est vrai ? Le truc, Lina, c'est que j'ai toujours ce que je veux. » Elle a fait un sourire maléfique, puis elle a enfoncé le couteau dans la carotte avec une telle férocité que j'ai sursauté. C'était officiel. Camille était folle. Mais je n'avais aucune preuve. Donc en fait, il n'y avait absolument rien que je puisse faire à ce sujet. Comme prévu, la folie a continué. Le lendemain, je suis allée dans la chambre de grand-mère et je l'ai vue, l'air agité, fouiller dans son tiroir de chevet. Encore une fois, je ne trouvais pas mes pilules. Et il continuait à apparaître dans des endroits étranges. Elle semblait vraiment inquiète de perdre la tête. Plus tard, quand nous étions tous en train de dîner, Camille est allée au réfrigérateur et... surprise! Devinez ce qu'elle y a trouvé. Ouais, les pilules de grand-mère. De toute évidence, Camille les avait mises là. Puis elle s'est approchée de grand-mère, lui a frotté l'épaule et lui a dit avec inquiétude « J'aurais dû m'occuper davantage de toi. Nous devrions te faire examiner par le médecin le plus tôt possible. L'âge peut être si cruel pour l'esprit, et je ne veux pas être distraite quand le bébé sera là. » Après cela, grand-mère semblait totalement convaincue qu'elle était trop vieille pour s'occuper d'un bébé, même après que le médecin lui ait dit que tout allait bien. De plus, elle était catégorique sur le fait que Camille devait emménager pour aider. Oh, quel serpent cette Camille! 1 mois plus tard, le bébé est né. Une fille. Mon oncle l'a appelée Clara, comme ma mère. Nous avons tous pleuré des larmes de joie et l'avons accueillie dans notre famille. Camille a eu son souhait exaucé, et elle et Martin ont emménagé dans notre maison. Un matin, je suis descendue pour voir Camille tenant le bébé. Devant elle se trouvait le contrat déchiré. Je lui ai dit de partir et elle a souri et dit « Tu es une fille intelligente, Lina, mais tu n'es pas de taille face à moi. Je ne vais nulle part. C'est ma maison maintenant. Alors fais-toi à l'idée. » Je savais qu'il était inutile d'en parler à mon oncle et à ma grand-mère. Je ne pouvais pas laisser cette femme détruire ma famille. Elle était dangereuse. Je pouvais finir par blesser tout le monde. Elle ne s'arrêterait jamais jusqu'à ce qu'elle ait ce qu'elle veut. Et il n'y a pas moyen que je laisse cela arriver. Alors, quand Camille était dans la salle de bain, j'ai pris Clara dans mes bras. Et avant que je puisse m'en empêcher, je me suis enfuie de la maison et hors de leur vie. J'ai déménagé dans une nouvelle ville et j'ai trouvé un nouveau travail. Ce n'était censé être que temporaire. Mais je suppose que j'étais trop égoïste et que j'avais peur de revenir en arrière. J'ai toujours été honnête avec Clara sur un point. J'étais sa cousine, pas sa mère. Alors, quand Clara a dit ces mots, « Lina, pourquoi tu es seulement ma cousine et pas ma maman ?» Je me suis sentie si coupable. Elle ne pouvait pas avoir de relation avec son père à cause de moi. Oui, j'avais voulu que ma famille sorte du piège de Camille. Mais ce que j'ai fait n'était pas juste pour mon oncle. Je le savais maintenant. Je n'avais aucun droit d'éloigner sa fille de lui pendant 4 ans. Je me sentais si mal en pensant à la tristesse et à la blessure que j'avais dû causer à lui et à ma grand-mère. La culpabilité me rongeait et je savais que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai donc appelé un vieil ami de la famille et je lui ai demandé d'approcher mon oncle. Plus tard dans la journée, mon ami m'a rapporté un message de sa part. « Camille est partie et ne reviendra pas. Tu avais raison à son sujet. Bien sûr, elle n'en voulait qu'à mon argent. Après ton départ, elle ne semblait plus du tout se soucier de Clara et a même menacé d'aller voir les flics pour te dénoncer si je ne la payais pas. S'il te plaît, reviens vers moi et ta grand-mère. Nous ne sommes pas contents de ce que tu as fait, mais nous savons que tu avais de bonnes intentions. On t'aime et on veut juste que nos filles reviennent à la maison. » Des larmes ont coulé sur mon visage. Ils avaient trouvé dans leur cœur la force de me pardonner. Fuir n'avait jamais été la solution, même si je l'avais fait avec de bonnes intentions. Il était temps d'arrêter de fuir, il était temps de rentrer à la maison. Alors, j'ai regardé la petite fille qui me rappelait tellement mon oncle. Clara, j'ai pris sa main. « Tu es prête à rentrer à la maison chez ton papa ?» Yes! Coup de tête! Va pleurer chez ta maman! Ah! Vous vous demandez probablement qui est ce pro du jeu vidéo. Eh bien, c'est moi. Oui, il est 3h du matin et j'ai joué pendant 9 heures d'affilée. Mais le temps passe si vite quand je joue. Au fait, je m'appelle Axel et je vis avec ma femme Théa et notre petite fille Yasmine. Je voulais l'appeler Zelda, mais ma femme a refusé. J'adore les jeux et j'ai toujours cru qu'ils seraient là pour me sauver. Mais au lieu de cela, ils ont failli me coûter tout ce que j'aime. Cela a commencé quand j'étais petit. Mes parents se disputaient souvent, alors je me réfugiais dans ma chambre, j'allumais ma Nintendo DS et je m'évadais dans un monde virtuel. Cette passion pour les jeux s'est poursuivie en grandissant. Je ne socialisais pas, je rentrais vite de l'école et j'allais directement sur ma Xbox, ma PlayStation ou mon PC. Je n'avais pas de vrais amis, non. Les seuls enfants à qui je parlais étaient ceux avec qui je jouais. Ensuite, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai fini par trouver un emploi d'ingénieur système dans une grande entreprise de technologie.
C'était épuisant. Quand je rentrais chez moi, j'étais tellement fatigué que je pouvais à peine garder les yeux ouverts, sans parler des jeux. J'ai donc rangé mon matériel de jeu au sous-sol. Mais tout a changé quand j'ai rencontré par hasard Théa dans un café du coin. Waouh, c'était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Je suppose qu'elle a dû voir quelque chose qui lui plaisait chez ce bouffon. Car après 6 mois de relation, nous nous sommes mariés. Je sais, c'est fou, hein. Peu après, elle est tombée enceinte. J'étais content, mais aussi terrifié. Comment c'est arrivé? Je veux dire, je sais comment c'est arrivé, mais waouh, moi, un père? Puis, quand Yasmine est née, ma vie a été complètement chamboulée. Vous voyez, les bébés causent beaucoup de stress. Saviez-vous que le moyen le plus rapide d'attirer l'attention d'un enfant est de s'asseoir et d'avoir l'air à l'aise? Parce qu'à chaque fois que je faisais ça, elle se mettait à pleurer. Le travail était nul et ma vie de famille l'était aussi. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'avais l'impression que j'allais exploser. Alors je suis descendu au sous-sol et j'ai installé mon PC. J'ai commencé à jouer à World of Warcraft. C'était incroyable d'être un nouveau android. L'idée de jouer m'a permis de tenir le coup au travail, et quand je rentrais à la maison, je saluais à peine ma femme et ma fille, et me précipitais au sous-sol pour jouer. Théa n'était pas contente de cela. Elle apparaissait souvent avec Yasmine en pleurs en me demandant de la prendre, mais je me contentais de grogner un « je suis occupé » et de continuer mon jeu. Et c'était elle qui était à la maison toute la journée, pendant que je travaillais comme un fou. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de s'occuper du bébé et de garder la maison propre. C'est facile! Je lui ai dit ça, elle s'est mise en colère et m'a fait dormir sur le canapé. Super! Non, je veux dire vraiment super! Je pouvais jouer aux jeux vidéo toute la nuit, mais génial! Mais il s'avère qu'il est beaucoup plus facile de jouer toute la nuit quand on est au lycée et qu'on peut se taper une petite sieste en fond de classe. Mais pas si facile quand on a un travail éprouvant. J'étais au niveau extrême de l'épuisement. Il n'était donc pas surprenant que je finisse par faire des bêtises au travail et que je me fasse virer. Théa était furieuse et m'a demandé de postuler pour d'autres emplois. Non, je ne voulais pas. Je ne veux plus dire des bonjours, plus de réveils matinaux, plus de délais, plus de patrons grincheux. Il n'y avait que moi et mes jeux préférés. Une fois, je me dirigeais vers un score record quand soudain Théa est apparue et elle s'est mise devant l'écran. « Bébé, tu dois bouger !» J'ai tapé sur la console de jeu en essayant désemparément de la contourner. Non, elle m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui t'arrive, Axel? Tu ressembles à Gandalf, mais en version SDF. Tu n'as pas pris de bain et ne t'es pas rasé depuis des semaines. Tu es en train de me tuer. Maintenant je suis mort, merci beaucoup. » J'ai tapé du poing sur la table. « C'est ça, sors !» Et elle a tiré sur mon bras. « Je ne peux plus supporter ça, sors !» Elle m'a vraiment viré de ma propre maison. Cette folle! Je n'avais pas d'amis, alors j'ai fini par aller chez mes parents. C'était tellement humiliant. Je leur ai dit que c'était juste les hormones de Théa, mais ils ont dit qu'elle leur avait parlé de mon obsession pour les jeux vidéo et qu'il fallait que ça cesse. Ils m'ont inscrit comme cobaye pour un programme de traitement expérimental à Hawaï. Hey, peut-être que des vacances à la plage n'étaient pas une si mauvaise idée, n'est-ce pas? Mais non, l'île était littéralement au milieu de nulle part. Où était l'hôtel? Tout ce que j'ai vu, ce sont des minuscules huttes avec des toits d'herbe. Quoi? Ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que je reste ici. Un instructeur du nom d'Enzo a rassemblé le groupe sur la plage et nous a expliqué les règles. Nous allions camper ici pendant tout le mois, sans aucun appareil numérique. Nous devions aussi survivre à un strict régime et faire des exercices. Vous vous moquez de moi? J'avais l'impression d'avoir été aspiré dans un jeu de survie et que le bouton d'évacuation était cassé. Tous les autres ont commencé à construire leur tente côte à côte. La socialisation n'étant pas vraiment mon truc, j'ai construit ma tente loin d'eux, au bord de la mer. C'était un travail qui m'a donné faim et mon estomac grondait. Alors j'ai demandé à Enzo quand le dîner serait prêt. Il m'a dit qu'à moi de faire un feu, puis il m'a passé une note avec des instructions. 1. Ramasser du bois sec. 2. Créer une structure de feu. 3. Allumer le feu en utilisant la méthode de la perceuse à main. Ok, ça avait l'air facile. Mince, j'ai tourné ça pendant environ 20 minutes maintenant. Où est le feu? J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai soudainement vu quelque chose briller. Oh mon Dieu, ça a marché. Mais ensuite, j'ai senti un éternuement et je n'ai pas pu me retenir. Oh non, la braise s'en va finalement. Ce type m'a poussé hors du chemin et il a allumé le feu en quelques minutes. Mais quelle frimeur! Je me léchais les lèvres de joie quand j'ai vu Enzo apporter de la nourriture. Mais il m'a passé une assiette de légumes de façon décevante. Quoi, j'ai crié? Où est ce putain de poulet? Enzo a montré du doigt le truc blanc dans mon assiette. C'est du blanc de poulet. Non, ce n'est pas du poulet. Où sont les ailes et la chapelure? Il a roulé les yeux. Ça s'appelle manger sain. Il faut s'y faire. Cet endroit était un cauchemar. Mais une bonne nuit de sommeil me ferait du bien, n'est-ce pas? Eh ben faux! Le sol était aussi dur que des pierres. Finalement, je me suis endormi pour me réveiller avec les pieds détrempés.
Oh non, ma tente était inondée. Pas étonnant que personne d'autre n'ait choisi de camper près de l'océan. La routine de l'île était affreuse. C'était plein d'activités de groupe débiles comme la méditation, le beach soccer et la randonnée. Un jour, nous avons même dû construire un radeau. Comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux pour éviter de travailler et de socialiser. Mais il n'y avait aucune chance qu'il me laisse tranquille. Alors j'ai participé à contre-cœur. Une fois le radeau terminé, nous l'avons essayé. Mais il a vite chaviré et comme j'étais le seul à ne pas savoir nager, tout le monde s'est immédiatement précipité pour me sauver. J'ai été très touché et j'ai eu honte d'avoir été si égocentrique. Après cela, j'ai essayé de me mettre en avant et d'être plus sociable. Et je ne vais pas mentir, ce n'était pas trop mal. Ensuite, nous avons passé nos soirées à nous asseoir autour du feu de camp et à écouter les autres parler de leurs problèmes. Mon tour était facile pour moi, car je n'avais aucun problème. Le problème était ma femme, pas moi. Elle ne comprenait pas que j'avais beaucoup de pression au travail et à la maison. Alors jouer aux jeux vidéo était mon seul échappatoire. Tout le monde m'a fait des reproches et m'a regardé fixement. Puis un gars, nommé Samuel, a dit « Ce n'est pas cool mon frère ». Pour être honnête, j'étais pareil. J'étais accro au sport et je refusais d'aider ma femme. Nous avons donc échangé nos places et j'ai appris combien il était difficile de s'occuper des enfants et de la maison. Je savais que je devais changer avant de perdre ma famille pour toujours. C'est pourquoi j'ai rejoint le programme. Pauvre gars. Mais ce n'était pas la même chose pour moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai été un peu injuste avec Théa. Je pensais à ça en retournant à ma tante quand une fille nommée Mathilde m'a rattrapé. Elle a posé ma main sur mon épaule et a secoué ses cheveux. Était-elle en train de me draguer? J'ai agité mon ado de mariage devant elle, mais elle a juste haussé les épaules et dit « Je ne vois pas ta femme ici. Viens me voir quand tu auras changé d'avis. » Puis elle est partie. Bon sang, cette fille était folle, un peu sexy, mais quand même folle. Le lendemain, j'ai dézippé ma tente, prêt pour un autre jour dans ce cauchemar. Mais qu'est-ce que c'était, hein? C'était plutôt beau ici. C'était comme si je la voyais pour la première fois. Le sable étincelant, les palmiers qui se balançaient, les plantes tropicales luxuriantes et le soleil lumineux. Théa et Yasmine adoraient être ici. J'espérais qu'elles me pardonneraient toutes les deux. Elles me manquaient tellement. À la fin du mois, je n'avais plus aucune envie de rentrer à la maison et de jouer à des jeux, mais plutôt de serrer ma famille dans mes bras et de ne jamais la laisser partir. La veille de notre départ, Enzo nous a récompensés par un appel téléphonique d'1 minute. Même si je voulais entendre la voix de Théa, j'étais un peu nerveux. J'espérais qu'elle n'était plus en colère contre moi. Le téléphone a commencé à sonner, mais un type a décroché. J'ai demandé où était Théa, mais il a dit qu'elle était sous la douche. Puis la ligne s'est coupée. Ma minute était écoulée. Mais qui était ce type? Avait-elle une liaison? On était toujours mariés, et nous avons un enfant ensemble. Furieux, j'ai couru dans la tente de Mathilde, voulant me venger de ma femme infidèle. Mathilde s'est approchée de moi et était sur le point de m'embrasser. Mais je n'ai pas pu le faire. Alors je me suis esquivé, j'ai marmonné un désolé, et je me suis dépêché de partir. Le lendemain, j'ai finalement quitté l'île et je suis rentré directement chez moi pour confronter Théa. J'ai ouvert la porte pour voir un homme debout tonnant ma petite Yasmine. Comment ose-t-il? J'ai crié « Éloignez-vous de ma fille !» Soudain, Théa est apparue. « Axel, arrête, c'est Paul !» J'ai réfléchi un moment. « Oh, attendez, c'était Paul, son demi-frère ?» Oups! Je ne l'avais jamais rencontré avant car il vivait à l'étranger. J'ai vite fait de m'excuser auprès de lui. Comme c'était embarrassant. J'ai remarqué que Théa me regardait bizarrement puis elle a dit « Wow, Axel, tu as l'air si différent !» Oh oui, avant d'être renvoyé chez nous, chacun d'entre nous a eu droit à un petit relooking. Une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements et un rasage. Et l'alimentation saine et l'exercice physique m'ont fait perdre 10 kilos. Je suppose que Théa n'a pas pu résister à ce nouveau mec canon. Elle est allée directement le serrer dans ses bras. Donc, à la fin, Théa m'a pardonné d'avoir été un gros connard. Maintenant, j'ai un nouveau travail. C'est assez ennuyeux, mais j'aime rentrer à la maison et passer du temps avec ma famille. Quant aux jeux, je les pratique toujours, mais avec modération. Seulement les mardis et les jeudis. Mais je m'assure de les éteindre avant 22h. Puis je vais faire des câlins à ma femme. Le monde des jeux est formidable. Mais j'ai appris qu'il y a quelque chose d'encore mieux dans la vie. C'est de créer des souvenirs dans le monde réel avec mes filles. J'ai enlevé mes talons et jeté mon sac à main sur la table. Purée, je suis crevée. Est-ce que je devrais démissionner? Ai-je pensé à voix haute. J'espérais que mes amis étaient là. J'avais vraiment besoin d'évacuer. J'allais me coucher sur le canapé lorsque tout à coup, j'ai aperçu une ombre se diriger vers la salle de bain. Je l'ai examinée de plus près. Il y avait un homme dans ma salle de bain. Est-ce qu'on nous cambriolait? Paniquée, j'ai attrapé un de mes talons et je me suis élancée pour le frapper. « Voleur! Voleur! Hélène! Iris! Un voleur !» ai-je hurlé tout en continuant à le rouer de coups. Il s'est protégé la tête en disant « Tu fais erreur. Je ne suis pas… » Mes deux amis sont accourus.
Mais au lieu de m'aider à m'occuper de l'intrus, elles m'ont éloignée de lui. « Maya, arrête !» s'est écriée Hélène, à la hâte. « Il est avec nous !» Oups, j'ai posé mon talon et je l'ai regardé d'un air penaud. « Ah bon ? Merci de m'avoir prévenu. » Hélène a ensuite demandé au mec s'il allait bien. Il n'a rien répondu. Au lieu de cela, il m'a juste lancé un regard noir avant de quitter la pièce. Puis Hélène et Iris m'ont poussé jusqu'à la table de la cuisine pour avoir une discussion. Apparemment, elles avaient décidé de chercher un nouveau colocataire. Et ce William était l'heureux élu. Bon sang, ça aurait été sympa de me demander d'abord mon avis. Je veux dire, je vis ici, quoi. J'ai froncé les sourcils avant de leur dire qu'elles étaient nazes et que je ne voulais pas vivre avec un type choisi au hasard. « Maya, on ne t'a rien dit parce qu'on savait que tu allais réagir comme ça », a soupiré Hélène. « Mais avec la hausse du loyer, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre un 4e colocataire. En plus, tu dois admettre que William est plutôt pas mal », a ajouté Iris d'une voix rêveuse. « Je m'en fous », ai-je répliqué en croisant les bras. « Et non, je ne trouve pas qu'il soit mignon. » Hélène a dit en riant. « C'est sûr, parce qu'il est maintenant couvert d'empreintes de talons sur la tête. » J'ai levé les yeux au ciel, attrapé mon sac à main et me suis dirigée vers ma chambre. Je ne voulais pas vivre avec un idiot de mec, mais grâce à mes amis totalement insensés, je n'avais guère le choix. Le lendemain était un samedi. Dieu merci. J'ai dormi jusqu'à midi. Puis je suis descendue d'un pas tranquille pour manger le reste de ma pizza. Hein ? Où était-elle ? Je savais qu'Iris et Hélène étaient trop obsédées par les calories pour y toucher. Cela ne pouvait être que William. Il regardait la télé dans le salon, donc je me suis pointée devant lui et lui ai demandé « C'est toi qui as mangé ma pizza ? Comment as-tu osé ?» Il m'a répondu sans lever les yeux de son émission « Ouais, je l'ai jetée à la poubelle. » Il a fait quoi ? Tu l'as laissé dans le frigo à s'abîmer au risque de gâter tout le reste. S'il te plaît, ne refais jamais ça. Hein ? Et ses excuses ? Il a jeté mon repas et il ose me défier ? Quelle plaie ! J'allais lui dire 2 mots quand il m'a tendu quelque chose. J'ai établi une liste des règles de colocation. J'ai regardé les 3 premières règles. 1. Laver la vaisselle sale après utilisation, puis nettoyer l'évier. 2. Écrire ses initiales sur sa nourriture et ses boissons et ne pas voler. 3. 10 minutes maximum sous la douche, puis nettoyer la salle de bain avant de sortir. Quoi ? C'était vraiment un mec ? Quelle personne saine d'esprit avait le temps et la patience d'écrire ses initiales sur toutes ses affaires ? J'ai répondu d'un ton frustré. Pas question que je fasse ça. Il a dit en m'interrompant. On est 4 à vivre ici. Alors, faisons un vote. J'ai souri d'un air satisfait. Je savais que Hélène et Iris n'accepteraient jamais ces stupides règles. Elles aimaient encore plus que moi ce style de vie désordonné. Et Iris passait pas moins d'1 heure sous la douche. Alors, on s'est tous rassemblés dans le salon. Et William a distribué ses règles. À ma grande surprise, Iris a seulement relevé ses cheveux avant de dire « Ok, William !» Et Hélène a répondu en battant des cils. « Bien sûr, ces règles ont l'air top. » Bon sang, qu'est-ce qui n'allait pas chez elle ? Il n'était même pas si mignon. Malheureusement, le vote de mes amies éperdument amoureuses signifiait que j'étais en infériorité numérique. Je n'avais pas d'autre choix que de m'incliner devant les règles ridicules de William. La rotation pour sortir les poubelles était déroutante. Quel était le problème de les laisser déborder ? J'ai raté mon tour, alors William a collé un post-it sur ma porte disant « Sortir les poubelles à 18h le mardi et le jeudi à 19h les autres jours. Ce n'est pas difficile. Signé W. » Sérieux ? Qui écrivait encore des post-it de nos jours et à notre âge ? C'était vraiment un loser. Ensuite, j'avais cette boîte où je stockais des objets aléatoires. Vous savez, des barrettes, épingles, tickets souvenirs, écharpes et tout ça, que je gardais dans le salon. Peu importe où je la mettais, William secouait la tête et articulait un « non ». Ouais, vous avez deviné. Il a collé un autre post-it sur ma porte qui disait « Pas d'affaires personnelles dans les espaces en commun ». Signé W. Pour finir, j'ai rangé la boîte dans mon placard pour qu'elle ne traîne pas. Habiter avec William était un vrai cauchemar. Surtout quand j'ai enfin quitté mon job dans ce cabinet d'avocat naze, ce qui signifiait que je passais la plupart de mon temps à la maison avec lui. Ce mec était vraiment trop maniaque. Si on osait mettre quelque chose au mauvais endroit,
il nous fusillait du regard en disant « Ça n'a rien à faire là. Pourquoi je ne peux pas poser la télécommande sur la coudoir du canapé si je veux? Moi aussi, je paye le loyer. Je ne veux pas vivre dans une maison témoin. » Une fois, j'étais tranquille dans ma chambre quand je me suis retournée pour voir William à la porte. Il a regardé le bordel de ma chambre, secoué la tête et ramassé mon soutien-gorge qui traînait par terre. Je l'ai tout de suite arraché de sa main et l'ai caché. Quelle honte! Hé! Pourquoi c'est autant le bazar dans ta chambre? Il a grogné avant de sortir. Pff, range-la tout de suite. Comment osait-il venir me donner des ordres dans ma propre chambre? J'ai marché d'un pas lourd jusqu'au salon pour lui dire ces 4 vérités. Mais avant d'avoir pu dire quoi que ce soit, j'ai été effarée en voyant Hélène et Iris au milieu d'une frénésie de nettoyage. Iris souriait à William en disant « Ça brille, non ?» Et Hélène lui demandait « As-tu besoin que je déplace quelque chose ?» Purée, c'était comme si elles étaient ensorcelées. William m'a dit en levant les yeux vers moi « Maya, tes amis ont compris l'importance de maintenir la propreté au sein de notre cadre de vie. Alors, pourquoi pas toi ?» Très bien, si William voulait que je change, je le ferais, mais pas de la façon qu'il espérait. Il était temps que je devienne bordélique à un tout autre niveau. J'ai commencé par changer les choses de place. Puis, j'ai effacé ses initiales pour écrire les miennes sur sa canette de soda. Puis, je me suis installée sur le canapé pour regarder un film tout l'après-midi, les pieds sur la banquette évidemment. Ah oui, j'ai aussi fait tomber du popcorn un peu partout. Je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand j'ai entendu les grognements mécontents de William provenant de la cuisine. Puis j'ai entendu la porte du placard se fermer et il est apparu devant moi. « Maya, c'est à moi », s'est-il écrié en ramassant la canette de soda pour examiner les initiales. « Et il faut mettre un dessous de verre sur la table. Oh, j'en peux plus », a-t-il dit en poussant mes jambes. « Je vais nettoyer derrière toi, mais ce n'est pas gratuit. »« Pas de souci, William, si c'est ce que tu veux. » J'ai souri avant d'envoyer en l'air un popcorn qui a raté ma bouche et a atterri sur le canapé. Il a grommelé dans sa barbe tout en le ramassant et en se dirigeant vers la poubelle. Ah, ça promettait d'être drôle, surtout étant donné que je n'avais pas la moindre intention de lui faciliter la tâche. J'ai laissé un tas d'emballages bonbons dans toute la maison, fait tomber des miettes sur le canapé et fait exprès de garder mes chaussures pour mettre de la boue partout. C'était si amusant de le regarder se démener pour tout nettoyer derrière moi. Un jour où je savais qu'il avait une réunion de travail en ligne, j'ai fait irruption dans sa chambre et déposé une brassée de linge sale par terre avant de m'enfuir. Il était furieux, mais il ne pouvait pas faire le moindre geste parce que son patron parlait. Puis, j'ai reçu un coup de téléphone. Bizarre, ça venait d'un type du cabinet d'avocat où je travaillais. Il semblerait qu'il soit en sous-effectif et il me demandait de revenir travailler jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais, vous savez quoi? Ce job me rendait si malade que j'ai décliné l'offre. Il s'est alors mis à me crier dessus. « Ne sois pas aussi prétentieuse. Tu devrais être heureuse qu'on t'offre un poste parce que tu n'as aucune chance de survivre un jour de plus dans ce monde. Tu es irresponsable, bordélique et feignante. Amuse-toi bien à ne trouver aucun emploi. » Puis il a raccroché, me laissant interloquer. Je me suis sentie si mal que des larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable sur mon visage. « Je suis désolée pour tout à l'heure. Mais je suis vraiment pas d'humeur maintenant, Will. » ai-je murmuré en le voyant entrer dans ma chambre, probablement pour me sermonner à propos de la pile de linge sale. Au lieu de ça, il s'est assis près de moi, m'a tendu un mouchoir et m'a dit que même si j'étais la fille la plus bordélique du monde, je méritais mieux que ce job pourri et ce patron naze. Crois en toi. Je suis sûre qu'il y a autre chose qui t'attend. Peut-être que si tu trouves un emploi qui te passionne, qui sait, tu deviendras la fille la plus organisée et méticuleuse du monde. Il me taquinait pour égayer l'atmosphère. Ok, peut-être que William n'était pas aussi horrible. Après cet épisode, j'ai décidé d'essayer d'être un tout petit peu plus ordonnée. Mais pas trop quand même. Plus tard, il a collé un post-it sur ma porte pour m'informer qu'il ne me nettoierait pas derrière moi ce soir-là car il sortait. J'ai demandé aux filles où était William, car elles avaient l'air déçues, et elles m'ont répondu qu'il était sorti sur son 31 et avait mentionné quelque chose à propos d'un rendez-vous. Pourquoi chanter un nœud à l'estomac à l'idée que William puisse sortir avec une autre fille? Je ne pouvais quand même pas l'aimer. Si? Non, comment pourrais-je aimer quelqu'un d'aussi bizarre? J'ai regardé un film pour oublier cette sensation étrange, puis je suis allée me coucher. Mais impossible de m'endormir. Alors, je me suis levée à environ 1h du matin pour aller boire un verre d'eau.
C'est à cette heure-ci qu'il est rentré. Je lui ai demandé comment s'était passé son rendez-vous. Et il avait l'air mal à l'aise. Il a balbutié un truc du genre que c'était juste une amie, puis s'est attardé sur place en attendant que je finisse pour laver mon verre et le ranger avant de se coucher. Ok, c'était super bizarre. Ces bizarreries ont continué toute la semaine. William continuait à laver derrière moi, mais il ne croisait plus mon regard, et dès que j'essayais de lui parler, il m'ignorait et se dépêchait de s'en aller. Un jour que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu des pas devant ma porte. Je savais que c'était lui, et ses stupides notes. Alors, j'ai ouvert la porte, et je l'ai trouvé debout, tout penaud. Je lui ai crié « Pourquoi tu m'évites ?» Il a rougi et a regardé la note qu'il venait de coller sur ma porte. Et je l'ai lue rapidement. « Je suis désolée de t'éviter. La vérité est que tu es la fille la plus bordélique que j'ai rencontrée. Mais je n'arrête pas de penser à toi. » Signé W. Quoi? M'aimait-il aussi? Je l'ai tiré dans ma chambre pour en discuter. Mais il a secoué la tête en voyant le bordel environnant. Ça n'a rien à faire là, m'a-t-il fait remarquer en montrant mon manteau sur mon lit. Fais une pause, ai-je répliqué, en levant les yeux au ciel avant de l'attirer vers moi pour l'embrasser. Depuis, on est ensemble. Même si ça me fait mal de l'admettre. On dirait bien que cette fille bordélique ne peut pas vivre sans son maniaque de mec. Mais ne dit-on pas que les opposés s'attirent? Qui aurait pu prédire que ce lien tissé autour de post-it et de pizzas avariées allait finir par conduire à quelque chose de plus fort? Je me suis accrochée aux chaînes de la balançoire et j'ai regardé mes pieds. Quelqu'un s'approchait. C'était Séverine. « Quoi de neuf ?» a-t-elle demandé en s'asseyant sur la balançoire à côté de moi. « Salut !» J'ai réussi à faire un faible sourire. Rien de bien intéressant. C'est juste mes parents qui n'arrêtent pas de se disputer. Ce matin, maman a senti un parfum inconnu sur la chemise de papa et l'a accusé de la tromper. Est-ce qu'il a vraiment une liaison ? Séverine m'a frotté l'épaule. Pas du tout, ton père a probablement juste été pris dans un nuage de brume au grand magasin ou autre chose. Tu ne devrais pas faire des conclusions hâtives. Ton père aime ta mère, tout le monde peut le voir, alors ne t'inquiète pas. J'ai marmonné un « oui » en guise d'accord. Je m'appelle Véronique. Et aussi ringard que cela puisse paraître, avant cet incident, j'étais plutôt satisfaite de ma vie. Je vais à une université renommée. Je m'entends très bien avec mes parents et bien que je sois fille unique, je ne me suis jamais sentie seule, car j'ai ma meilleure amie Séverine pour me tenir compagnie. Elle est un peu comme une sœur pour moi. Quel que soit le problème, il me suffit de lui envoyer un texto et nous nous retrouvons à notre coin, c'est-à-dire les balançoires du parc. Oui, j'avais tout et je pensais que rien ne changerait jamais. Il s'avère que j'avais tort. Donc, tout a commencé avec mon père. Il se comportait bizarrement. Il regardait souvent son téléphone, puis se souriait à lui-même. Et ensuite, il prenait son téléphone dans la salle de bain et n'en ressortait pas pendant des heures. Cela n'est pas passé inaperçu pour maman, mais quand elle lui a demandé ce qu'il en était, il a simplement haussé les épaules et dit qu'il avait des problèmes de digestion. Puis, alors que maman faisait la lessive, elle a senti un parfum inconnu sur sa chemise. Elle s'est dirigée vers lui a jeté la chemise à la figure et a exigé qu'il s'explique. Papa a nié et a dit que c'était probablement juste le parfum de ses collègues de travail et qu'elle réagissait de façon excessive. C'est pourquoi je me suis arrangée pour rencontrer Séverine dans notre coin. Et comme d'habitude, elle a été si douce et d'un grand soutien. Séverine avait raison, j'avais peut-être trop réfléchi. En rentrant à la maison, j'ai surpris maman en train de pleurer dans la cuisine. Elle m'a regardée avec des yeux gonflés et a dit « Quelque chose ne va pas. Je le sais. Il ne me regarde plus comme avant. » Je me suis assise, je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Maman, arrêtons de trop réfléchir. J'ai confiance en papa, il ne nous trahira jamais. » Je suis restée à la réconforter pendant un moment, puis finalement elle s'est calmée. Le lendemain soir, papa est rentré à la maison avec un gros bouquet de roses bleues, les préférés de maman. Puis il a préparé le dîner pour nous deux pour s'excuser de nous avoir rendus tristes. Maman avait l'air touchée et elle s'est aussi excusée de l'avoir mal compris. Je me suis dit que tout irait bien maintenant, n'est-ce pas? Pendant les semaines qui ont suivi, maman et papa semblaient aller bien. Mais le jour de l'anniversaire de ma mère, nous avons invité Séverine et sa mère Josie à dîner. Ma mère était occupée dans la cuisine, alors j'ai pris le cadeau d'anniversaire de Josie pour elle. C'est là que je l'ai senti. Son parfum! C'était le même parfum que celui qui était sur la chemise de papa. J'en étais sûre. Pendant le dîner, j'ai remarqué que Josie n'arrêtait pas de regarder mon père et riait à toutes ces blagues idiotes. Oh mon Dieu!
Mon père avait-il une liaison avec la mère de ma meilleure amie? J'avais l'impression que j'allais exploser, mais je ne pouvais rien dire à Séverine car je ne voulais pas la contrarier. Alors, j'ai fait de mon mieux pour éviter ma meilleure amie jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Ça a marché pendant quelques jours, mais un jour, après un cours, elle s'est précipitée vers moi et a dit « Véronique, pourquoi tu m'évites ?» J'ai fait semblant de ne pas l'entendre et j'ai continué à marcher, mais elle a attrapé mon bras et a continué. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu veux bien juste me répondre, s'il te plaît ?» J'ai craché le morceau. « Je suis presque sûre que mon père a une liaison avec ta mère. » Elle a d'abord eu l'air choquée, puis elle m'a serré dans ses bras et a continué à s'excuser. C'était trop pour moi, et j'ai fondu en larmes dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle allait parler à sa mère et découvrir ce qui se passait. Le lendemain, j'ai rencontré Séverine dans notre coin. Elle avait l'air super gênée, puis a dit « C'est vrai, ma mère a eu une liaison pendant 1 mois avec ton père, mais elle a promis que c'était fini. » Mon monde s'est écroulé autour de moi. Je ne pouvais pas le croire. Séverine m'a pris dans ses bras et m'a dit que tout irait bien. J'avais tellement de chance d'avoir une amie aussi géniale qu'elle. Nous avons toutes les deux décidé qu'il valait mieux ne rien dire à ma mère. La liaison était terminée, alors pourquoi lui briser le cœur maintenant? J'ai essayé de continuer comme si de rien n'était, et pendant les quelques semaines qui ont suivi, j'ai vraiment eu l'impression que tout allait bien. Papa était vraiment gentil avec maman, il l'a même surprise avec un dîner chic. Mais un après-midi, j'ai vu papa faire les 100 pas dans le jardin. Il était au téléphone avec quelqu'un et je l'ai entendu dire « Ok, j'arrive maintenant ». Puis il est monté dans sa voiture et est parti. J'ai décidé de le suivre et j'ai vite compris où il allait. Il s'est arrêté devant la maison de Josie et est entré directement sans frapper. Mon cœur s'est effondré, il la voyait encore. Sans hésiter, j'ai appelé maman et lui ai dit « Maman, papa a une liaison avec Josie. Je suis là-bas maintenant. Viens me rejoindre et on les confrontera ensemble. » 5 minutes plus tard, ma mère est arrivée. Elle avait l'air à la fois triste et furieuse. On est allé directement à la porte d'entrée, on a tapé dessus et j'ai crié « Ouvrez! On sait tout de votre sale relation !» Mais soudain, quelqu'un a parlé derrière nous. « Salut Laura, Véronique, tout va bien ?» Nous nous sommes retournés et avons vu Josie qui se tenait là, un sac d'épicerie à la main. J'étais sur le point de dire à Josie de rester loin de mon père, quand Séverine a ouvert la porte et nous a jeté des regards confus. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Oh, tu veux ton père, il est en train de réparer le lave-vaisselle. » Puis Josie a dit « Séverine, je t'ai dit d'appeler un plombier pour le réparer. » Le plombier a dit qu'il était complet aujourd'hui, alors j'ai pensé que je pourrais demander de l'aide à Monsieur Robert, a-t-elle répondu. Oh non. Il s'avère que j'avais mal compris ce qui se passait et que j'avais tout gâché. Soudain, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte et nous a dit « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme et ces cris ? Bon, on rentre tous à la maison pour parler. » Dès qu'on est rentré, papa a agité les bras en signe de colère, puis a crié à maman « Tu es folle, jalouse et déraisonnable, et je ne peux plus être près de toi. » Je me sentais si mal. C'était ma faute, pas celle de maman, alors j'ai essayé d'expliquer ça à papa. Mais il m'a juste dit que ce n'était pas mes affaires et a continué à crier sur maman. Au début, maman est restée assise en silence, puis elle a dit tranquillement « Est-ce que c'est étonnant que j'agisse comme je le fais ? Je veux dire, tu as une liaison avec mon ami. » D'accord, si tu continues à être aussi ridicule, divorçons. Et il est parti en trombe. C'était horrible. Maman était inconsolable et je me sentais si mal de lui avoir dit. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Séverine pour qu'on se rencontre, mais elle m'a appelée à la place. Elle m'a dit qu'elle avait appelé mon père pour lui demander le numéro de téléphone du plombier, mais qu'il avait dit qu'il viendrait le réparer. Elle a aussi dit que Josie et lui, c'était vraiment fini, puis elle a raccroché. C'était assez étrange, mais je suppose que Séverine trouvait difficile d'être coincée au milieu des choses avec sa mère et moi. Et je suppose que j'avais juste besoin de lui donner un peu d'espace jusqu'à ce que les choses se calment. Après ça, maman et papa se sont à peine adressé la parole. C'était tendu. Puis un jour, maman a décidé d'aller vivre chez mes grands-parents pendant quelques semaines, car elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne lui en ai pas voulu, mais je ne voulais pas rester seule à la maison, alors je suis allée habiter chez une amie de l'université. Un soir, je suis rentrée à la maison pour prendre des vêtements propres quand j'ai vu de mes propres yeux que mon père l'embrassait sur le canapé. Je ne pouvais pas en croire mes yeux, c'était un tel menteur. Alors j'ai toussé pour éclaircir ma voix, puis j'ai dit « Oh, alors c'est fini, n'est-ce pas ?» Ils ont tous les deux levé les yeux vers moi, et c'est là que mes yeux ont rencontré les siens. Mais c'était pas Josie, non, c'était Séverine. Elle a bégayé. « Véronique, pourquoi es-tu là ?»
Quoi? Séverine? Donc mon père a une liaison avec Séverine? Comment la fille qui a toujours été là pour moi pendant les ruptures au lycée, les mauvaises notes et mes crises d'adolescence a pu me faire ça? Alors papa a mis son bras autour d'elle et m'a tout dit. Qu'il n'avait jamais eu de liaison avec Josie, que c'était Séverine depuis le début et qu'il en était amoureux et voulait se marier avec elle. C'était trop pour moi, alors je me suis précipitée hors de là. Séverine a couru après moi et m'a appelée. Puis quand elle m'a rattrapée, elle a attrapé mon bras. « Véronique, attends, je veux t'expliquer. Ton père et moi, je l'ai interrompu. Pourquoi mentir? Pourquoi me dire que c'était ta mère? Je suis désolée, je n'étais pas prête à ce que tout le monde découvre la vérité à ce moment-là. Alors j'ai vaporisé mon parfum sur ma mère et j'ai inventé l'histoire qu'elle avait admis avoir une liaison avec lui. Pour ce qui est du lave-vaisselle, je l'avais prévu, car je savais que tu suivrais ton père et appellerais ta mère. Je me sens mal, mais ta mère doit savoir qu'il ne l'aime pas. Il m'aime moi. » J'ai retiré ma main d'un coup sec et crié. « Tu n'es qu'une menteuse. Tu ne mérites pas d'être mon amie et tu ne peux pas l'avoir, il est avec ma mère. » Soudain, elle a changé d'attitude, m'a souri et a dit « Véronique, acceptons la vérité. Ton père s'ennuie de ta mère. En fait, je serai bientôt ta belle-mère, ma petite fille. » Puis elle est partie. J'avais les jambes gelées et j'étais tellement bouleversée que j'en avais le vertige. Alors je me suis assise sur le trottoir et j'ai essayé de me calmer. Puis j'ai appelé maman et lui ai tout raconté. Elle a beaucoup pleuré, mais elle m'a remercié de lui avoir dit la vérité. Après cela, maman est rentrée à la maison et a dit à papa qu'elle voulait divorcer. Puis elle a exigé qu'il déménage. C'était il y a 6 mois, et ça a été dur, mais maman et moi y arrivons. Je n'ai pas parlé à papa ou à Séverine depuis, bien que j'ai entendu dire qu'ils vivent ensemble. Je sais que je ne peux pas les éviter éternellement, mais je ne sais pas si je serai capable de leur pardonner un jour. Pour l'instant, je reste forte pour maman et je l'aide à traverser cette épreuve. Peut-être qu'un jour, s'ils me contactent, je serai prête à les rencontrer. Et peut-être, finalement, à trouver en moi la force de les laisser revenir dans ma vie. Ok Cupcake, dis ah. Ah. Oh, ils étaient vraiment en train de se nourrir l'une l'autre. Sérieusement, comment j'étais censé me concentrer sur le film avec eux en train de faire ça? C'est dégueulasse. Agacé, je me suis levé, j'ai renversé mon seau de popcorn sur leur tête et je suis parti. Ne paniquez pas, je ne suis pas fou. Ce n'était pas n'importe quel couple, non, je les connaissais bien. La fille Béatrice, c'est ma meilleure amie. D'aussi loin que je me souvienne, c'était juste elle et moi. Les meilleurs amis du monde. Mais un jour, ce type, Adam, a débarqué de nulle part et hop, ils ont commencé à sortir ensemble. Vous savez ce qui était le pire? Ce Adam avait 2 ans de moins que nous. Ils étaient si immatures. Sérieusement, à chaque fois que je faisais des plans avec Béatrice, ils nous suivaient aussi. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Béatrice. J'ai levé les yeux au ciel en répondant, sachant qu'elle allait être furieuse. « Stéphane, comment as-tu pu? Je n'arrête pas de trouver du popcorn dans mes cheveux. C'est dégoûtant, tu es si enfantin. » Ouais, peu importe. C'était elle qui m'avait transformé en 5e roue du carrosse pour notre soirée cinéma prévue. J'ai mis fin à l'appel. J'avais fini de lui parler. C'est alors que j'ai vu l'article des nouvelles apparaître sur mon téléphone. Il y avait une alerte météo pour un orage magnétique bizarre. Il était conseillé à tout le monde de rester chez soi et d'éteindre tous les appareils électroniques. Ça me convenait, ce n'était pas comme si je voulais rester en dehors de toute façon. Je suis donc rentré chez moi et me suis endormi directement. Le lendemain matin, je me suis réveillé et hey, pourquoi mon père était-il assis au bout de mon lit? Je me suis frotté les yeux et lui ai demandé ce qui se passait. Il semblait perdu dans ses pensées, puis il a posé sa main sur mon épaule et a dit « Rien mon fils, si tu as envie de parler, je suis là pour toi, je comprends. » Puis il a quitté ma chambre. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendu pour le petit déjeuner, c'est alors que j'ai entendu ma grand-mère dire « Je vais vous prouver qu'il ne l'est pas. » Puis j'ai entendu papa dire « Maman, ce n'est pas grave, même si c'est vrai, c'est toujours notre Stéphane. » Mais quand je suis rentré dans la cuisine, ils se sont tués et m'ont regardé. J'ai dit « Hey, les gars, c'est quoi le problème ?» Alors ma mère a répondu en me passant une assiette de crêpes. « Rien, fils. » Même ma petite sœur Laïla se comportait bizarrement. Elle m'a fait un sourire bizarre puis a secoué la tête. Ok, c'était bizarre, mais j'ai juste haussé les épaules et j'ai mangé mon petit-déj. Après, maman m'a demandé de l'aider dans la rocaille. Oui, bien sûr, je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais quelque chose de mieux à faire. Mais laissez-moi vous dire que ces pierres sont beaucoup plus lourdes qu'elles n'en ont l'air. Alors que je me battais pour en porter une, j'ai soufflé à maman. Où veux-tu que je mette ça? C'est si lourd, tu peux pas appeler papa pour aider? En secouant la tête, elle a dit « Non, tu peux le faire, tu n'es pas un garçon faible. »
Puis elle a continué à me demander de porter le tas de pierres dans tout le jardin. J'ai continué jusqu'à ce que j'ai le bras gelé et que je n'y arrive plus. J'ai dit à maman que j'avais besoin de faire une pause et j'ai commencé à me diriger vers l'intérieur. Elle m'a crié après « Non, tu peux le faire tout seul, tu es un grand garçon fort !» Je ne comprends pas. Pourquoi ne voyait-elle pas que j'étais épuisé? C'est alors que j'ai aperçu Béatrice qui me regardait par-dessus la clôture. Elle m'a souri et m'a fait signe de venir. Attends un peu, elle n'était pas encore fâchée contre moi? Qu'est-ce qui avait changé alors? Je m'en fiche, j'avais besoin d'échapper à maman. Alors je suis allé la voir, elle s'est excusée pour hier, puis m'a demandé si je voulais aller faire du shopping. J'ai accepté, n'importe quoi pour éviter de me trimballer des pierres. Alors que je me dirigeais vers la voiture de Béatrice, j'ai aperçu mon voisin devant sa maison. Je lui ai souri, mais il m'a jeté un regard bizarre et s'est mis à rire. J'ai rapidement baissé les yeux sur mon pantalon. Non, je n'avais pas oublié de remonter ma fermeture éclair. Alors, pourquoi se moquait-il de moi? Je pensais à la façon dont tout le monde était bizarre pendant que je montais dans la voiture, puis j'ai pensé tout haut. Peut-être que c'est la tempête, elle a rendu tout le monde fou. Puis j'ai raconté à Béatrice toutes les choses folles qui s'étaient passées. Elle a hoché la tête et a dit « Ouais, ça doit être à cause de la tempête ». C'était logique, parce que j'avais lu des articles sur les orages magnétiques et comment ils pouvaient avoir un impact sur l'humeur des gens et tout ça. Au centre commercial, nous sommes entrés dans un magasin, je l'ai aidé à choisir des vêtements à essayer. J'ai choisi une robe violette et je lui ai dit que c'était une belle couleur, quand soudain ma grand-mère a surgi de nulle part et a dit « Non, tu ne l'aimes pas. Suis-moi, je vais te trouver d'autres vêtements. » Et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, elle me tirait hors du magasin. J'étais tellement confus. « Mamie, pourquoi es-tu ici? Vous m'avez suivi ?» Elle m'a souri et m'a répondu « Pierre, chéri, ne me blâme pas de vouloir le meilleur pour toi. » Hein? C'était étrange, mais bon. J'étais sur le point de m'acheter de nouveaux vêtements, donc je ne pensais pas avoir besoin de me poser plus de questions à ce sujet. Nous avons fini dans ce magasin vintage, j'avais l'impression d'être dans une boucle temporelle. Tous les articles étaient des années 80 ou même plus vieux. Elle a commencé à prendre des articles sur les rails et à dire des choses comme « Oh, j'aime bien celui-là » et « Tu serais très beau avec ça ». Ce n'était pas mon style. Mais mamie avait l'air si contente et je ne voulais pas la blesser. Alors oui, j'ai fini par essayer les vêtements. J'étais ridicule. Grand-mère semblait ravie. Elle a haleté, applaudi et s'est exclamée « Oh là là, tu es un si beau garçon !» Pendant que Béatrice s'efforçait de ne pas rire. Après cela, nous sommes tous rentrés à la maison, et oui, je portais le drôle de costume. Tout le monde me montrait du doigt et se moquait de moi, mais mamie ne semblait pas s'en rendre compte. Elle a juste souri et dit « Toutes les filles vont craquer pour toi maintenant. » Pff, c'est ça, j'en doute. Plus tard, j'étais dans ma chambre m'occupant de mes affaires quand mon téléphone a sonné. « Hé, je vais dans la même université que toi. Je t'ai vu hier et j'aime ton style. Ça te dirait de sortir un jour ?» Lily X. C'était l'idée que quelqu'un se faisait d'une blague. Je ne connaissais pas ce numéro ni cette fille Lily. Qu'est-ce qui se passe? L'orage magnétique avait rendu tout le monde fou et je semblais être le seul à rester sain d'esprit. J'ai immédiatement répondu par texto que je n'étais pas intéressé. Mais bon sang, cette fille était têtue et elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos. Le jour suivant, le comportement bizarre de mamie a continué, ce qui me stressait. Elle n'arrêtait pas de jeter des regards bizarres sur moi et de murmurer des choses à maman à mon sujet. Et puis une fois, elle m'a suivi alors que je me rendais au magasin et m'a demandé pourquoi je ne portais pas la tenue qu'elle m'avait achetée. Quand je lui ai dit qu'elle était dans la blanchisserie, elle a eu l'air contrariée, à secouer la tête et à marmonner quelque chose comme quoi je ne trouverais jamais une gentille jeune fille avec mes vêtements délabrés. J'ai essayé d'en parler à Béatrice, mais vous l'avez deviné, elle était trop occupée avec Adam pour parler. Alors dans ma solitude, je me suis tourné vers Lily. Elle a été très gentille et m'a dit que ma grand-mère avait probablement une crise de vieillesse. Car la même chose était arrivée à sa grand-mère et que nous devrions nous rencontrer dans le parc pour en discuter. J'ai accepté de la rencontrer et pendant que j'attendais qu'elle se montre, un type au look de star du cinéma s'est approché. Au début, j'ai cru qu'il allait me demander le chemin ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, il a dit d'une voix charmeuse « Hey, tu es à l'heure !» Puis avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a continué. « C'est moi Lily. » Mais qu'est-ce qui se passe? C'était insensé. Je lui ai demandé « Ok alors, à quel jeu tu joues ?» Il a eu l'air confus puis a secoué la tête et a dit « Je veux juste passer du temps avec toi ». Puis il s'est rapproché de moi et s'est appuyé sur mon épaule. Je l'ai repoussé et j'ai fait un pas en arrière. « Oh non, non, je ne suis pas gay !» Il a froncé les sourcils en me regardant puis a crié « Quoi? Tu l'es? Tout le monde sait que tu l'es !» Je suis resté là perplexe quand j'ai vu arriver ma sœur, Laïla. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles, elle a dit « Je teste juste si tu es gay ou pas. » Et j'ai la réponse « Tu ne l'es pas. » Maintenant, je vais devoir le dire à maman et à mamie. Puis elle a sorti son téléphone. J'ai attrapé sa main et je lui ai dit « Attends, quoi, gay? Qui a dit ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Je parle de la rumeur. Il y a quelques jours, le voisin a dit maman que tu étais gay. Papa l'a bien pris, mais maman et mamie ne l'ont pas bien pris. Bref, je leur ai dit que je voulais en avoir le cœur net.
Au début, je pensais que tu l'étais, parce que tu n'étais pas intéressé par Lily. Mais maintenant, elle a regardé le gars. Mon ami Léo a confirmé que tu ne l'es pas. Ok, c'était fou, mais d'où venait cette rumeur? J'ai demandé à ma sœur et elle a répondu. Oh, ils l'ont entendu de Adam. Adam, mais c'était louche. Alors je suis allé chez Béatrice pour avoir des réponses. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai levé un sourcil et je lui ai demandé. Alors Béatrice, tout le monde pense que je suis gay et apparemment c'est à cause d'un truc que Adam a dit. Est-ce que tu saurais quelque chose à ce sujet? Elle a rougi. Stéphane, je suis désolé. Adam était tellement jaloux de toi que j'ai fini par lui dire que tu étais gay juste pour qu'il soit d'accord pour qu'on sorte ensemble. J'ai serré les dents de colère puis j'ai crié. Je n'arrive pas à croire que tu aies ruiné notre amitié pour ce type. Tu préférais prendre de fausses rumeurs sur moi plutôt que de mettre un peu de bon sens dans la tête de ton ridicule petit ami. Tu es tellement égoïste. Dans ce cas, va vivre heureuse avec lui comme tu le souhaites, je resterai hors de votre chemin. Et je suis parti en vitesse. Plus tard, elle a essayé de m'appeler, mais j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai vérifié mes médias sociaux pour voir apparaître une notification de Béatrice. Elle avait écrit un long post pour dire la vérité à tout le monde et pour s'excuser auprès de moi. Perplexe, je suis descendu pour prendre mon petit déjeuner, tout en me demandant si je devais lui pardonner. Puis j'ai vu que Béatrice était assise dans le salon. Maman a dit qu'elle était venue tôt le matin pour s'excuser auprès de moi et de ma famille. Allez mon chéri, elle sait ce qu'elle a fait de mal, m'a chuchoté maman, avant de nous laisser tous les deux seuls. Béatrice s'est approchée de moi. Stéphane, je suis vraiment désolé d'avoir été une ordure. Tu es mon meilleur ami et Adam va devoir l'accepter ou le refuser. Je peux trouver un autre petit ami et je ne veux jamais perdre un ami comme toi. Elle m'a tendu les bras, j'ai hésité puis on a fini par s'enlacer. Ainsi Béatrice et moi sommes à nouveau meilleurs amis. Ma famille, elle, est redevenue aussi folle qu'avant. C'est vrai que ce n'était pas cool de la perdre Béatrice de lancer une rumeur sur moi. Mais si j'étais gay, qu'est-ce que ça ferait? J'ai dit à mamie et à maman, je suppose qu'elles sont toutes les deux vieux jeux et qu'elles doivent s'adapter un peu plus à notre époque et réaliser que ça n'a pas d'importance que j'aime les filles ou les garçons. Puisque dans tous les cas, je suis toujours moi, le même vieux Stéphane. Et à la fin de la journée, oui, je suis ce gars qui pensait que l'orage magnétique rendait tout le monde fou. Une chose est sûre, Béatrice ne me laissera jamais oublier ça. Haha. Hé petite, pourquoi es-tu toute seule? Comment tu t'appelles? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et traînant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je m'appelle Alex ». Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh! Comme moi! Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillé par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuies et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. » La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur !» Je ne pouvais pas le supporter. Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance.
Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel ? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger, puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici !» Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle ?» J'ai dit en pointant le canapé du doigt. Elle était juste là. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer. Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait, et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri, et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée. « Je ne crois pas qu'elle existe », disait ma mère. Le médecin répondait « Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. » Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique. Et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant. Mais je te raconterai tout demain. Ok ? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée.
et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles, et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps? Alors, où se trouve Alex maintenant? Ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex, tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle, et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'y avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein? Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables. Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance.